Nouvelle semaine en votre compagnie. Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Immense bonheur de vous retrouver sur 5 sur 7 matin, le programme matinal que vous propose la télévision nationale tous les jours entre 7h et 9h du matin. Nous sommes là encore aujourd'hui pour passer au crible divers sujets, des sujets assez éclectiques qui touchent à plusieurs domaines, que ce soit à la culture, que ce soit à l'art, que ce soit également, on va le dire ainsi, à nos héros, à nos valeurs. Vous aurez le temps tout à l'heure de comprendre pourquoi. 5 sur 7 matin, dans le débat aujourd'hui, on s'intéresse à pourquoi est-ce qu'on filme nos vies, filmer notre vie, notre quotidien, nos rires, nos joies, nos larmes, nos succès, nos échecs, nos doutes, nos atermoiements. Bref, dévoiler son intimité sur les réseaux sociaux est devenu un phénomène banal. Plus besoin d'être une vedette ou une célébrité pour partager sa vie sur la toile. Stories, vlogs, podcasts, tout passe dans cette pratique exhibitionniste voulue et assumée. Et nombreux sont aujourd'hui ces personnes à suivre sur les réseaux sociaux la vie de parfaits inconnus, mais dont ils se rapprochent seulement au travers du petit écran. Qu'est-ce qui nous pousse à épier la vie d'autrui? Pourquoi se raconter est devenu si répandu? Et quel est aujourd'hui notre rapport à l'intimité quand la sphère privée doit déborder sur l'espace public? Eh bien, nous faisons aujourd'hui le débat. Et Patrick Jossou, dans sa chronique économie, nous parle de professeur Joseph Olabi Babalola Yahi de regrettée mémoire, grand linguiste, spécialiste des littératures africaines et des langues, de poésie orale et des cultures des diasporas africaines. Il fut un grand intellectuel qui, toute sa carrière, aura porté avec lui partout où il passe, non pas seulement le Bénin, mais l'Afrique tout entière, projecteur sur un éclaireur, de la trempe de ceux qui balisent le chemin, de ceux qui défrichent la terre pour semer des graines. Nous serons aussi avec Imelda Bada, chargée d'affaires au consulat général du Bénin à Bordeaux, au consulat régional, du Bénin à Bordeaux, présidente de l'association Partage Diaspora béninoise. Elle est la promotrice du festival Zogmen. Avec elle, nous allons voir comment les représentations diplomatiques font rayonner le Bénin culturel à l'extérieur. Vous savez désormais tout et vous savez que la culture est un des leviers importants sur lesquels le Bénin s'appuie aujourd'hui pour peaufiner son soft power. 5 sur 7 matin, bienvenue si vous venez tout juste à l'instant de nous rejoindre. On vous retrouve dans quelques petites minutes. On se retrouve donc, disais-je, dans à peu près 2-3 minutes. Évidemment, le temps de retrouver Marcel Rossi pour le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale, le bulletin d'information. À tout de suite. De la transhumance et l'interdiction de la transhumance transfrontalière a commencé par donner aux éleveurs beaucoup de leçons. L'élevage naturel, ça là c'est terminé. Il faut qu'on aille à un élevage où nous-mêmes nous allons produire les fourrages pour quand même donner de la graisse à nos animaux. Pour pouvoir disposer de l'aliment, c'est-à-dire le fourrage en quantité et en qualité suffisante, nous allons pouvoir appuyer tous les éleveurs autant qu'ils sont pour pouvoir mettre à leur disposition de l'aliment bétail à un prix subventionné. Le bénéfice que nous voyons, c'est l'éducation de nos enfants. Quand vous allez partir maintenant vers Fana, vous allez voir les enfants qu'on emportait là. Ils ne sont plus partis, ils sont à l'école. Il faut remercier le gouvernement et remercier le projet POSEP. Si nous ne changeons pas notre méthode, nous allons disparaître. Les éleveurs doivent pouvoir prendre leurs dispositions très tôt pour pouvoir assurer l'alimentation des animaux, si tel est qu'ils veulent vraiment continuer dans cette activité-là. Il faut qu'on aille au fourrage, à la production du fourrage. C'est tout ce que je peux dire à nos éleveurs et qu'on essaie à chaque fois de leur répéter le pâturage naturel, qu'on doit mettre fin à ça parce qu'aujourd'hui c'est la source des conflits au niveau de toutes les communes du Bénin. Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à l'AFIA. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs.
Étant bien formée sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à l'AFIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique, comme toujours. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Merci Microcrédit à l'AFIA. Avec la TNT Bénin, pas d'abonnement mensuel pour les chaînes du multiplex de base. En plus des chaînes télé et radio locales disponibles, retrouvez les chaînes internationales sur le bouquet TNT, dont TV5 Monde Afrique, TV5 et TV5 Monde Style. Procurez-vous votre kit TNT dans l'une des 117 mairies du pays ou contactez le 105 pour connaître le distributeur le plus proche. La TNT, c'est maintenant. Vous êtes de nationalité béninoise, vous êtes âgé de 18 à 40 ans, vous êtes titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, bac professionnel, BTS ou DUT, licence professionnelle ou DTS, master ou ingénieur, vous êtes en quête d'un emploi ou d'une bonne expérience en entreprise en vue de votre insertion professionnelle, vous êtes immédiatement disponible, vous pouvez faire partir des 2000 bénéficiaires pris en charge chaque année par le gouvernement à travers le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Pour ce faire, rendez-vous sur le site www.psie.bj. Remplissez les champs destinés aux candidats à l'emploi, inscrivez-vous et soumettez votre dossier. La suite réservée à votre dossier vous sera notifiée par SMS, par mail ou sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter fréquemment. Vous êtes une femme béninoise. Vous disposez d'une compétence avérée. Inscrivez-vous dans la base de données des compétences féminines du Bénin, un creuset exceptionnel de promotion des femmes du Bénin. Le compendium des compétences féminines du Bénin, c'est quoi? Une application dynamique dotée d'une base de données centralisée et renseignée à partir des informations liées aux inscriptions des femmes sur la plateforme. Elle a pour but de révéler et promouvoir les compétences féminines existantes dans tous les secteurs et sur l'ensemble du territoire national et à la diaspora. Quels sont les objectifs de la plateforme? Renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées, en révélant et en promouvant des compétences féminines existantes dans tous les secteurs, aussi bien sur l'ensemble du territoire national que dans la diaspora. Fournir des informations utiles aux présidents des institutions de l'État, aux autorités politico-administratives, aux partis politiques, pour le recrutement, la nomination ou la représentation des femmes. Identifier les secteurs où les femmes sont sous-représentées afin d'inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l'équité et de la justice sociale. Promouvoir des cadres d'échange entre les femmes leaders d'une part et d'autre part entre les femmes leaders et les femmes à la base communautaire. Favoriser le réseautage entre les femmes pour assurer la veille et le plaidoyer. Qui peut s'inscrire? Les femmes de l'administration publique, les femmes du secteur privé, entreprises et sociétés, les femmes universitaires, les femmes des organisations de la société civile, OSC, les femmes des organismes et institutions internationaux, les femmes au niveau communautaire, associations et groupements féminins, les femmes de la diaspora, les femmes leaders politiques. Quels sont les critères d'inscription? Justifier de sa compétence dans un domaine donné et disposer d'un numéro d'identification personnelle, NIP. L'inscription sur la plateforme est libre et gratuite. Comment s'inscrire? S'inscrire ou se faire inscrire directement en ligne sur la plateforme en tapant sur le lien suivant: lescompétencesfemmesbénin.social.gouv.bj. Remplissez tous les champs obligatoires du formulaire d'inscription, puis cliquez sur Enregistrer. Vous recevrez ensuite un mail de notification avec lien et code d'activation. Vous faites l'activation du compte avec le code envoyé dans votre mail. Ensuite, remplis les informations relatives aux qualifications, expériences, publications et références. Il ne s'agit pas d'un recensement des femmes. Le compendium vise à faire la promotion de la femme dans tous les domaines de la vie publique, économique,
politiques et socio-culturels. « 5 sur 7 matin, le bulletin d'information avec Marcel Akhossi. Marcel, bonjour. Armand, bonjour. Bienvenue donc au premier grand format de l'actualité sur votre télévision. Nous démarrons par ce cadre de travail décent pour travailleurs et usagers de l'administration publique. Il s'agit de la cité ministérielle qui est érigée sur le boulevard de la Marina pour une amélioration des conditions de travail au Bénin. Ensemble, faisons la visite guidée sous la conduite de Jérôme Mbo. Avant l'avènement du président Patrice Talon, l'administration publique était dispersée dans plusieurs bâtiments loués par l'État, et ce qui faisait que l'État dépensait au moins 10 milliards de francs CFA par an pour ces différents baux. À l'arrivée du gouvernement du président Patrice Talon, il a révolutionné le secteur de l'administration en initiant des projets de cité, une cité ministérielle pour les cabinets des ministres, les directions centrales, une cité technique administrative à Bomé-Calavi. Je note que la cité ministérielle est à Cotonou. Une cité administrative technique pour toutes les directions techniques de tous les ministères à Bomé-Calavi, à Rosso-Beta précisément. Et au niveau départemental, des cités départementales administratives qui vont regrouper et la préfecture et les directions départementales de tous les ministères au niveau départemental. La cité ministérielle a été dimensionnée pour accueillir au total 20 ministères. C'est 10 bâtiments de type R+5. Donc, ça fait, dans notre jargon, 6 niveaux par bâtiment. 2 ministères vont exploiter un bâtiment à raison de 3 niveaux par ministère. Donc, du rez-de-chaussée au 2e étage pour un premier ministère et du 3e étage au 5e étage pour un second ministère. Aujourd'hui, les travaux de cette cité sont pratiquement achevés. Chaque ministère connaît déjà son bâtiment et ses paliers. Les cabinets des différents ministères sont déjà allés visiter ces bâtiments-là, ces bureaux-là, et sont prêts à se déplacer. Il faut dire également que le projet cité ministérielle, c'est également l'équipement mobilier. Donc le mobilier va commencer par être mis en place à partir du mois de novembre, et l'entreprise chargée d'installer ce mobilier-là en a pour 3 mois. Moi, je pense que construire ce genre de bâtiment, c'est pour améliorer l'image de Cotonou. Ça rend vraiment Cotonou plus propre. Avec ça, moi, j'encourage vraiment le gouvernement de continuer par construire ce genre de bâtiments un peu partout, parce que c'est notre ville, une grande ville. Donc, ça, c'est une grande économie pour que l'État puisse avoir un offre de soulagement par rapport aux diverses dépenses, aux locations, tout ça là. Quelque part, si ces ministères-là sont là et que d'autres vont à Calavi, ce serait encore bon. Quelqu'un qui a besoin d'un service d'un ministère, qui vient à la cité ministérielle, n'aura plus à se déplacer à plusieurs endroits avant d'avoir gain de cause. S'il finit avec tel ministère, s'il a besoin d'un autre ministère, il va dans ce ministère-là. Quand il a besoin des services des directions techniques, il ira à la cité administrative d'Arros-Oubeta. Toutes les directions techniques de tous les ministères sont là-bas. Donc, vous voyez que ça facilite la tâche aux usagers. Maintenant, vous allez me demander comment les directions techniques seront à Bomé-Calavi et les cabinets ministériels à Cotonou, comment va se faire la liaison, les différentes réunions et consorts. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'avènement du président Patrice Talon, nous avons œuvré beaucoup plus pour la dématérialisation. Donc les communications, les réunions en ligne vont davantage se démultiplier, et au cas où il y aura
dans l'extrême besoin à se déplacer, il y aura un bus qui va servir de liaison entre la cité administrative et la cité ministérielle. Et le ministère en charge des Affaires sociales lance la mise à jour des données des ménages pauvres extrêmes bénéficiaires du programme Besoké. Une actualisation qui fait suite au constat de certaines anomalies dans le fichier antérieur établi en 2018. La mise à jour a lieu dans la zone d'intervention de la phase pilote du programme. À Cotonou, une équipe conduite par Ulvaeus Balogun a fait le constat de l'effectivité de l'opération. Barthélemy est un pêcheur. Père de 8 enfants, il vit à Ladi, l'un des quartiers les plus précaires du département du littoral. Il est ici pour actualiser ces données dans le cadre de l'opération de mise à jour des informations des personnes bénéficiaires du programme Besoké. L'opération est mise en œuvre par le ministère en charge des Affaires sociales. Le travail qui se fait sur le terrain consiste à aller vers les ménages et à pouvoir valider leur caractère pauvre extrême. Et vous constatez qu'aujourd'hui, nous sommes à Ladi, où la population s'est déplacée, où on essaie d'évaluer leur caractère pauvre extrême, mais les opérateurs vont aussi dans les communautés pour rencontrer ces ménages, pour certifier ces ménages-là. Une certification devenue nécessaire au regard des anomalies constatées dans la base de données préalablement établie depuis 2018. 2018, à ce jour, il y a eu beaucoup de personnes qui ont changé de statut. Il faut alors nécessairement actualiser cette base de données. Et à la fin de cette opération, nous aurons alors une base de données qui sera suffisamment exclusive. Cette opération, lancée dans 12 communes pilotes, va permettre d'épurer la liste des ménages pauvres extrêmes ciblés par le programme Besoké. Un programme destiné à soutenir la capacité productive et d'autonomisation des ménages pauvres extrêmes. Et la même opération se déroule dans le département de l'Ouémé. Et comment se déroule-t-elle là-bas? La directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance a effectué une descente dans la commune d'Adjoum pour le savoir. Sur place, Solange Odio Arlonsou a fait quelques constats qu'elle partage au micro de Calvado Arwanou et Doris Oolabi. Dans le cadre du programme Besoké qui a été mis en place par le gouvernement, afin de soutenir la capacité productive et l'autonomisation des ménages pauvres extrêmes. Dans le processus de sa mise en œuvre, en juillet dernier, nous étions descendus sur le terrain pour distribuer des cartes SIM afin de procéder dans le futur au transfert monétaire aux bénéficiaires de ce programme-là. Au cours de cette opération de distribution de cartes SIM, nous avons constaté assez d'anomalies. Ces anomalies-là ne sont rien d'autre que les conséquences de la mauvaise foi de certains agents de terrain qui ont accompagné la mise en place de la base que nous appelons le registre social unique. Cette base a été mise en place depuis 2018. Eh bien, cette base, en plus de ce que nous avons constaté avec les agents de terrain, cette base s'est révélée caduque. Et du coup, il faut procéder à l'apurement avant de continuer le processus. C'est pour ça que nous sommes descendus sur le terrain cette fois-ci avec l'INSTAD pour procéder au croisement des informations et procéder en même temps à la certification des ménages devant bénéficier de ce programme-là. Je voudrais vraiment tirer un coup de chapeau
au gouvernement pour sa détermination. Et le gouvernement est vraiment décidé à chasser de nos communautés la pauvreté. Il y a plein de programmes de filets sociaux qui vont au profit de ces communautés-là. À Banikwara, les populations retrouvent avec joie la boucherie centrale rénovée. Rénovation financée par l'ambassade des États-Unis à travers le programme régional d'appui aux pays côtiers. Judika Elaïna, Ousmane Baparapé. La boucherie centrale rénovée de Banikwara ouvre ainsi officiellement le chemin des transactions commerciales autour de la viande. Ce qui reste à faire, c'est de voir comment entretenir cette maison. Nous allons faire bon usage. Les usagers également, je leur demanderai de bien utiliser ce bâtiment. Cette boucherie, tant admirée, symbolise l'engagement ferme des Américains à soutenir les efforts des autorités béninoises, aussi bien au niveau national que local. En réhabilitant cette infrastructure et en organisant une série de dialogues entre les bouchers de différents groupes ethniques, notre objectif est de réduire les risques de conflits intercommunautaires et d'accroître leur engagement positif pour la paix et la consolidation de la cohésion sociale au sein de leur communauté. Nous avons beaucoup de défis de développement à relever et grâce à votre soutien, grâce au soutien du peuple américain, nous pensons venir à bout de ces problèmes par ces différentes interventions. Je voudrais également prendre l'engagement au nom des populations ici présentes que le joyau sera bien utilisé, bien entretenu et va créer davantage un cadre de cohabitation pacifique entre les bouchers, entre les éleveurs, entre les Haoussa et également entre les différents acteurs et actrices de la boucherie de Banikwara. Un rêve devenu une réalité. L'imprudence sur les routes et son lot de victimes. Cette fois-ci, c'est au carrefour Ubem-Agar de Parakou. Un accident de la route entre un camion et une motocycliste a fait un mort et 2 blessés. Les détails avec Ronald Robinson et Michael Noati. Un énième accident sur le tronçon Bayero carrefour Ubem-Agar vient d'ôter la vie à une jeune dame. Prise en sandwich entre un camion gros porteur et un bus de transport en commun roulant à vive allure au niveau du carrefour Ubem-Agar. Au dire des témoins, cette jeune femme a fini écrasée sous le camion. Une perte effroyable qui plonge ses proches dans une vive douleur. Vraiment, on ne comprend rien. Cet accident a également fait 2 blessés conduits d'urgence vers les centres de santé. Tout en émoi, des riverains et autres témoins ayant requis l'anonymat appellent à des mesures plus sérieuses pour sécuriser les passagers. Les accidents au niveau de Ubem-Agar, là, tous les jours, c'est trop. Ce que nous on veut, là, que la police au moins vienne à notre aide. Reste au niveau de Ubem-Agar, là, pour au moins assurer la sécurité. Ils n'ont qu'à s'arrêter pour nous guider. Surtout comme la fin d'année s'approche là. La circulation au Ubem-Agar, rond-point là, c'est trop. Les belles viennent du fil, les titans. Les bus, les motos aussi, on ne sait plus comment. Vraiment, pardonnez, aidez-nous. J'ai bien envie que vraiment nos autorités, s'il faut mettre d'Odal, nos cas mettre d'Odal. Les allures des titans, des bus, des camions qui se passent de l'hôpital chinois jusqu'au carrefour, vraiment c'est de dommage, c'est triste et c'est pas la peine. Parce qu'on pouvait toutefois éviter. On peut tout éviter s'il n'y a pas d'excès de vitesse. Bon. On dirait même que c'est quand il rentre à Parakou qu'on veut voir si le moteur est en forme. C'est triste, c'est dommage et ça tue les gens. Avec la résurgence des cas d'accidents mortels, souvent enregistrés vers la fin d'année, ce drame a de quoi réveiller les bons comportements à observer, notamment la prudence en circulation. Et la ville de Djougou vibre depuis samedi au rythme de la 11e édition des Jeux universitaires. Plus de 600 athlètes de 10 établissements d'enseignement supérieur vont compétir. La cérémonie de lancement des Jeux s'est effectuée en présence de 3 membres du gouvernement. Les précisions avec Jérôme Mungo.
669 athlètes représentant 24 entités universitaires de 10 établissements d'enseignement supérieur sont invités à cette 11e édition des Jeux universitaires. Ils vont compétir en 5 disciplines: le football, le handball, le volleyball, le basketball et l'athlétisme. Nous souhaitons promouvoir la cohésion sociale et créer des souvenirs inoubliables pour tous. Les équipes gagnantes recevront des trophées marqués JUM 2024, des médailles et une récompense financière. Les chèques certifiés sont prêts et n'attendent que vous. La belle cité dongalaise des Pétoni, pendant 6 jours, va vibrer au rythme d'un brassage intellectuel, mais surtout physique. Je m'en voudrais de ne pas saisir cette sublime occasion pour remercier le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, pour la construction de cette magnifique infrastructure qui nous accueille aujourd'hui. Le stade omnisport de Djougou, qui, j'en suis convaincu, a été déterminant dans le choix de la ville de Djougou pour abriter le présent événement. Le ministre des Sports, Benoît Dato, dont l'engagement n'est plus à démontrer pour une matérialisation sans faille de la vision du président Patrice Talon, s'est fait entourer des ministres Éléonore Yaïla Decan de l'enseignement supérieur et Yves Kwaro Chabi du secondaire. Je prends le pari avec vous que cette 11e édition sera un succès retentissant. Battons-nous tous ensemble pour y arriver. Chers athlètes et membres de délégation, que votre séjour soit marqué par la convivialité, le fair play et l'excellence sportive. Profitez de ce beau département. Profitez de cette belle ville. Enfin, je souhaite à tous de vivre des moments inoubliables à Djougou, terre d'accueil et d'histoire qui nous offre un accueil chaleureux. Que les meilleurs gagnent. À cette véritable fête du sport universitaire du Bénin, une palette de techniciens, bénévoles, photojournalistes, webactivistes et autres entreprises sont mobilisés. Les Jeux universitaires, c'est aussi un village des Jeux pour les artistes et artisans du département de la Donga et autres, pour la valorisation du consommant local. Un éclairage sur les nouvelles opportunités de financement offertes par le projet français Vivre ensemble par le sport. Ahmed Taoufik, conseiller technique à la jeunesse, aux loisirs et handisport, a présenté ces opportunités aux responsables des fédérations sportives. Il a mis surtout l'accent sur la stratégie, la planification et la méthode à développer pour obtenir le financement. Le projet s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le ministère des Sports et l'ambassade de France au Bénin. Voici le compte rendu avec Hugues Zinsouzuno. Un financement de l'ambassade de France au Bénin en partenariat avec le ministère des Sports pour soulager les différentes fédérations sportives. Et c'est le conseil technique à la jeunesse, aux loisirs et au handisport qui annonce la bonne nouvelle aux responsables fédéraux au cours de ces échanges. Nous avons voulu échanger avec les fédérations, différentes fédérations béninoises aujourd'hui pour les informer sur les différentes opportunités de financement que le sport offre avec l'ambassade de France et le ministère des Sports. La substance d'aujourd'hui se base sur un projet que l'ambassade de France lancera qui s'intitule « Vivre ensemble par le sport ». Et l'idée aujourd'hui, c'était vraiment d'informer les fédérations sportives sur ce projet-là et les expliquer comment postuler pour cet appel à projet. Pour en bénéficier, il faut élaborer un projet structuré, viable et convaincant. Avec les orientations du conseiller technique aujourd'hui, je crois qu'on est bien outillé pour présenter un très bon projet afin de bénéficier encore de ce financement les années à venir. Nos projets tournent autour des personnes handicapées physiques, des personnes handicapées de la vue, des personnes handicapées auditives et des personnes handicapées intellectuelles. Le projet, à part donc l'initiation au handi-basket, nous allons donc les former aux activités génératrices de revenus. Aux différentes fédérations de bien utiliser ces fonds une fois
qu'elles en bénéficieront. Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le Bénin joue ses dernières chances. Il est deuxième de son groupe avant les 5e et 6e journées des éliminatoires. Les matchs les plus décisifs sont pour les prochains jours. C'est contre le Nigeria et la Libye. Le sélectionneur des Guépards a déjà publié une liste de 25 joueurs. Le dossier du dimanche est consacré aux Guépards convoqués. Dans ce dossier, Hugues Zinsouzuno analyse aussi les chances de qualification du Bénin. Les Guépards amorcent le virage le plus décisif de ce mois de novembre. Ils n'ont pas droit à l'erreur ni au faux pas. Les protégés de Guénoro ont l'obligation de résultats face au Nigeria et à la Libye. Pas besoin de se focaliser sur la Libye ou le Rwanda au risque de sortir la calculatrice lors de la dernière journée. Il faut impérativement prendre plus de points que ces deux poursuivants afin de ne pas plonger à nouveau dans une nouvelle désillusion. Pour cette bataille d'Abidjan et de Tripoli, il y a un grand absent, Cédric Ntondi. Il souffre d'une déchirure aux ischio-jambiers. Le sélectionneur franco-allemand du Bénin a fait appel à Serge Obassa qui refait son retour. Lenny Pirengel, qui était à Amiens pour les journées FIFA du mois de mars, est aussi appelé. Quant à Ariane Adigo, convoqué il y a 2 ans par Moussa Latonji, il découvrira le groupe de Guénolror. Nous avons le retour de 2 joueurs que nous avons suivis et qui ont très bien évolué ces derniers temps. C'est Serge Obassa dans la liste des 3 gardiens de but avec Alakpe et Tanginou. Et puis nous avons le retour également de Lenny Pirengel qui, avec son nouveau club, Kévi Rouen, commence à trouver ses marques, sa vivacité nous intéresse beaucoup. Nous avons malheureusement la blessure de Cédric Ntondi qui va nous manquer, c'est certain, mais nous avons avec Olivier Verdon et Momo Tidjani 2 joueurs dans l'axe qui sont aussi à la hauteur. Nous avons la possibilité, avec l'arrivée de Adigo de Leipzig, qui est reconverti en latéral, de faire jouer quelqu'un en cas de souci de blessure sur le côté, puisqu'il peut jouer de 2 côtés, et faire rentrer par exemple Roche ou un autre, Fassinou ou Tamimou, dans l'axe. Le reste des 25 convoqués sont des habitués. Ce sont eux qui auront la lourde responsabilité d'une 5e participation du Bénin à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que ça va se jouer dans le dernier match en Libye à Tripoli. On sera prêt pour ça et on fera tout évidemment, surtout avec notre état d'esprit, avec des joueurs qui ont retrouvé un peu le rythme dans le club, d'être à la prochaine CAN 2025 au Maroc. Rendez-vous le 14 et le 18 novembre à Abidjan et à Tripoli. Voilà qui met donc fin à cette première session de l'information sur votre télé. Bien, rendez-vous à 13h20 puis 23h30 pour d'autres nouvelles. Merci Marcel Akhossi, on reste avec vous pour voir à présent les journaux, les quotidiens parvenus à notre rédaction ce lundi matin. On démarre tout de suite et maintenant avec évidemment quel quotidien, Fraternité peut-être ? Certainement. Absolument. Et on y va Marcel. Ah, c'est sans transition alors. Sans transition, Merci, on y va. Fraternité, pour démarrer donc avec la revue des titres, cadre de concertation de l'opposition, FCBE, restaurer l'espoir des absences qui interrogent, cité ministérielle, un symbole de modernité et de luxe au service de l'administration. Fraternité, le matinal, foire internationale itinérante du Bénin, Djougou en effervescence, Kandi se prépare, animation de la vie politique au Bénin, l'opposition crée un cadre de concertation, 4 partis et un mouvement membre, FCBE et RE, écarté selon le matinal. L'événement précis, cadre de concertation pour les élections de 2026, l'opposition crée un bloc pour contrer Talon. Il s'agit d'un regroupement informel et hors la loi selon Rachidi Badamassi. L'événement précis, la nouvelle tribune, prochain discours sur l'état de la nation, 2 promesses majeures de Patrice Talon, toujours en difficulté selon la nouvelle tribune. Bénin intelligent, cité ministérielle vers 10 milliards par an d'économie de loyer, 20 ministères logés à Cotonou sur 5 hectares.
Le Soleil Bénin Info, alors que les échéances électorales de 2026 arrivent à grands pas, l'opposition entre menaces et torpeur, le cadre de concertation des forces opposées à Talon, un véritable panier à crabe, selon Le Soleil Bénin Info. Le matin, édition 2024 des journées métiers des travaux publics, bâtir avec l'intelligence artificielle vers des chantiers et villes intelligents et durables. Parlement, présentation du 4e rapport du président de l'Assemblée nationale, les députés en phase avec Louis Vlavonou. Nord-Sud quotidien à présent, inclusion financière, faites vos transactions entre la BIIC et MTN Momo. Le Télégramme, lutte contre l'érosion côtière, le sable marin toujours vendu à ses mains au con aux grandes dames du gouvernement. Pour raison de détournement et abus de fonction à la mairie d'Adjoun, la SE Jérôme Bokovou et 2 de ses collaborateurs attendus à la BEF ce lundi 11 novembre 2024. La Nation, quotidien de service public, assemblée annuelle du FMI et de la Banque mondiale, des accords qui créditent le Bénin. 20e anniversaire de décès de René Maïro Dossa, un visionnaire et rassembleur célébré selon la Nation. Info matin, sensibilisation d'enrôlement de l'ANAT. La campagne s'achève avec succès, plusieurs autorisations délivrées selon Info matin. Gaskiani Info, gouvernement, le remaniement ministériel s'impose. Port de casque commun d'énormes risques sanitaires selon Gaskiani Info. Palmarès face aux enjeux de 2026, parlant bien sûr des élections générales. L'opposition bat le rappel de troupes. Ce sera tout pour les titres. En attendant la revue de presse. Merci Marcel, on se retrouve donc vers les cours de 8h55 pour la revue de presse. Cette fois-ci, vous allez lire les journaux et en revenir avec la substance. À tout de suite Marcel. À tout de suite. Juste après vous, Patrick Diosso pour sa chronique. Avec lui aujourd'hui, on parle du professeur grand linguiste spécialiste des littératures africaines et des langues. Il s'agit bien évidemment du professeur Olabiyi Babalola Yayi de regretter mémoire. On installe Patrick Diosso tout de suite. Joseph Olabiyi Babalola Yayi de regretter mémoire, grand linguiste spécialiste des littératures africaines et des langues, de poésie orale et des cultures des diasporas africaines. Il fut un grand intellectuel qui toute sa carrière durant aura porté partout il passe avec lui, non pas seulement le Bénin, mais l'Afrique tout entière, projecteur sur un éclaireur de la trempe de ceux qui balisent le chemin, ceux qui défrichent la terre pour semer des graines qui, on l'espère, vont fleurir. Patrick Diosso, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Herman Rodrigue Amégan. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Mais un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 madame. Un plaisir partagé. Et de parler du professeur Olabiyi. Oui, le professeur Olabiyi, le samedi 5 décembre 2020, à Cotonou au Bénin, un baobab est tombé. Un baobab, vous avez déjà cité 7 titres. Je ne vais pas revenir sur tous ces titres parce que il en a. Mais nous, on va encore plus élargir ces titres. On va parler de lui, on va parler de sa vie et surtout de ce qui a marqué ce linguiste, ce qui a marqué cet homme qui est pluridimensionnel, qui est pluridisciplinaire, parce qu'il a été linguiste, mais il a parlé aussi philosophie. Nous avons comme invité le professeur Bagodo, qui est un professeur des universités. Il est professeur de l'archéologie et de la préhistoire et il est spécialiste de l'Afrique. Nous n'allons pas parler de préhistoire mais d'histoire. Professeur, bonjour. Merci, oui, bonjour, c'est le journaliste. Alors, lorsque nous voyons tout ce qui est dit par rapport au professeur Olabiyi, s'il faut utiliser une seule phrase pour le qualifier, est-ce qu'il y a une phrase que vous pouvez utiliser pour qualifier le professeur Olabiyi? Homme de culture, esprit ouvert à l'universel, tout en conservant l'africanité. Tout en conservant l'africanité. La dimension africaine. La dimension africaine. Oui. Merci, professeur. Alors, un colloque a eu lieu
en décembre 2022. Un colloque dédié à Feu Professeur, évidemment. Un colloque qui a planté le décor, qui a pu créer le contact entre le passé et le présent, le passé du professeur et le présent. Comment conserver ce présent? Et ce colloque a permis de déboucher à une rencontre qui a eu lieu cette année, une rencontre où on a présenté les actes du colloque. Vous étiez à cette rencontre. Nous allons suivre un élément qui a parlé de cette rencontre, un élément qui est fait par Saint-Tiche Kengpo et Igor Ayosso. Le vaste héritage intellectuel et l'édifiant parcours du professeur Olabiyi sont présentés dans cet ouvrage de 376 pages. Un symbole de reconnaissance à l'illustre disparu pour les combats menés au service de la reconnaissance africaine. Aujourd'hui, l'ouvrage est là. Il est à vous, universitaires, parents et amis du professeur. Le CELTO, par ma modeste personne, vous le remet à travers cette cérémonie officielle, afin qu'il soit le symbole de cette reconnaissance que nous devons tous à notre aîné, le professeur Yahi, afin que ces combats, les combats qui ont été les siens, ne s'éteignent point, mais deviennent au contraire la sève vivifiante pour le combat de la renaissance africaine. Célébrer les personnalités de leur vivant ça a un sens. Parce qu'il aurait eu la chance de participer, de voir comment est-ce que les gens appréciaient ces œuvres. Cette cérémonie d'hommage a donné lieu à un concert de témoignages de ses anciens étudiants et collègues universitaires. Le professeur Yahi, c'était une sorte de lumière pour les gens de ma génération, ce qui nous a beaucoup inspiré à travers ses qualités d'homme de science, mais aussi les valeurs humaines qu'il nous faisait vivre au quotidien. Et quand vous allez chez le professeur Yahi, vous vous sentez toujours en famille. Pour moi, le professeur Yahi est un immortel. Le feu professeur Olabiyi Yahi était un grand amoureux des langues et cultures africaines. Il a été rappelé à Dieu le 5 décembre 2020 à l'âge de 80 ans. 80 ans, c'est un âge canonique. Hein, oui, c'est un âge. On peut se permettre de le dire. Tout à fait, oui. Né en 1940, donc départ en 2020. Alors, professeur Obari, vous êtes le directeur, l'éditeur scientifique des actes de ce colloque. Et pourquoi ce titre? C'est un titre qui semble un peu, bon, pas tiré par les cheveux, mais quand on parle d'abeilles et de miel par rapport à tout ce que le professeur a fait, le titre, l'abeille et le miel, oralité, identité, diplomatie. Merci, monsieur le journaliste. Et bon, si c'était même possible de montrer, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Donc, vous affichez les expliquer. Oui. Merci. Montrer ça. Oui. Je peux être en train de parler. Hein. Oui, allez-y. Et l'abeille et le miel, c'est venu à la fin. Oui. Mais le sous-titre, oralité. Oui. Oralité. Donnez. Je croyais que vous voulez mettre ça en affiche. Oui. Le sous-titre, oralité, identité, diplomatie interculturelle, 2 points. L'Afrique et ses diasporas. Entre parenthèses, hommage à Olabiyi Yahi. C'est le thème du colloque que nous avons fait dérouler en décembre 2022 à l'école du patrimoine africain de Porto-Novo. Et il se fait que l'un de ses collègues de vie, le professeur Oyelara, linguiste comme lui à l'université au Bafémi, alors il fait, a envoyé un texte entièrement rédigé en Yoruba. Oui. Et c'est dans ce texte qu'il dit: je suis allé au Bénin et j'y ai trouvé du miel. Ce miel que j'ai trouvé au Bénin, c'est Olabiyi Yahi. D'accord. Donc c'est à partir de là que l'idée est venue de pouvoir donner un titre qui touche au miel, oui. Voilà. Dans les débats,
L'un de ses cousins maternels a insisté avec d'autres qu'il ait du miel, et le texte avait prévu aussi qu'en même temps l'abeille qui produit ce miel. Il est du miel pour tous ceux qui sont amis de l'Afrique, mais il devient abeille pour tous les ennemis de l'Afrique. D'accord. Voilà comment est-ce que dans cette ambiance du colloque, nous en sommes arrivés à adopter le titre englobant l'abeille et le miel. Donc l'abeille avec son dard pour pouvoir piquer. Donc ce n'est pas simplement l'abeille qui fabrique le miel. Le miel. Alors lorsqu'on voit le professeur Olabi, lorsqu'on voit son parcours nous a permis de, puisque vous parlez d'abeille, il a titillé le professeur Paulin Ontondi, béninois comme lui, et le professeur Martien Toa par rapport à une certaine philosophie qui tenait pour philosophie pas très africaine. Expliquez-nous pourquoi il a voulu aller sur ce débat-là. Olabi Yaye, c'est un baobab de la culture. D'accord. C'est un linguiste. Oui. Incontestable. Oui. Mais en même temps, il est ouvert à la culture dans ses différentes composantes. Oui. Même moi qui suis archéologue, historien et préhistorien, quand je discute avec lui, je me surprends de constater qu'il est au courant. Non seulement dans les idées, même dans la documentation. Donc, ce qui fait qu'il est présent à tous les carrefours de débat intellectuel. Oui. Mais sans être enflé. Simplicité déconcertante avec la densité de ses connaissances. Dans les années, particulièrement au milieu des années 1970, il y a eu un débat autour de la philosophie africaine. D'accord. Il y est intervenu. Naturellement, dans Présence africaine, la revue, il a publié un article intitulé « Misère de la philosophie des Martien Toa, Paulin Ontondi et aux philosophies spéculatives ». Donc, à cet égard, il en est. Mais plus que ça, en linguistique même, lui, il a fait des apports de sociolinguistique. Dans un dernier ouvrage qui est sorti, enfin un ouvrage récent sorti en 2019, sur les humanités africaines, sous la direction de Zé Bellinga. Ils ont réuni. Moi-même, j'avais été convié à donner un chapitre, mais c'était trop tard, je n'ai pas pu. Il y a fait une publication où il parle du grand linguicide. Pour les spécialistes, le terme est simple. Un grand linguicide, c'est la mort. C'est cide là, ça veut dire mourir, pourrir. Donc, grand. Il dit que tout le continent africain est en péril, surtout dans sa partie non arabophone. Parce que toutes nos langues sont sur le point d'être enrayées, d'être perdues, de devenir des langues perdues dans une ou deux générations. Tout simplement parce que les langues occidentales qui sont implantées, que nous utilisons dans le système d'éducation, de recherche, de formation, de communication, leur vie, c'est notre mort. Leur prospérité, c'est notre déclin, c'est notre départ. Donc, il y a un face-à-face non méchant, mais qui est une réalité. Et si nous prenons garde, nos langues vont disparaître. Or, il dit que nos langues sont des langues culture. Je vous donne un exemple. Oui. Dans nos langues, quand on dit langue en français, c'est en même temps la langue organe et la langue, ce qui vient. Et c'est dans il a fait. Mais dans nos langues, ce n'est pas la langue organe qu'on évoque. Même si en latin on dit lingua, en anglais on dit tongue et autres, ça c'est occidental. C'est pour montrer les spécificités. En Afrique, la langue est
traduit par un concept ou un terme ayant l'équivalence sémantique de médium social. Moyen de mettre ensemble, de faire communiquer. D'accord. Quand vous dites Fongbe, vous y voyez apparaître la langue organe? Non. Aidé Yoruba. Vous y voyez la langue organe? Non. Aidé. Batonum. Et qui dit dans Batonum, français, les autres mettent final. Pour les bâtons-bouts, les autres mettent des préfixes. B, on met le truc final, etc. Donc, il a cet art de détecter des lignes de fracture dans l'épistémologie englobante. Et il s'y met et il apporte une contribution qui devient toujours du sel. Il n'est pas que miel, peut-être quelque part aussi, il devient du sel. Oui, alors on rappelle que le professeur Olabiyi, il a été professeur au Bénin, au Nigeria, au Brésil, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il a fait pratiquement le tour du monde. Mais ce qu'on peut retenir, c'est sa force par rapport au Yoruba. Comment il a pu avoir une influence pour que le Yoruba puisse prendre de l'essor au Nigeria. Et parlez-nous-en un peu. Ah non, il y a contribué parce que il a eu son maître en langue et culture Yoruba, en tant que linguiste, son maître est au Nigeria, de l'université d'Ibadan, qui l'a formé, qui est encore vivant. Donc, ce n'est pas lui le moteur et autres, mais il a fait partie d'une génération de combats pour la renaissance linguistique de l'Afrique, que la colonisation a mis dans une situation hybride que nous vivons aujourd'hui. Vous voyez, nous parlons en français. Oui. Nous sommes incapables de communiquer dans nos langues. Et ces langues sont presque en agonie progressive. Et il se bat comme ça. Mais nous n'allons pas le confiner seulement à l'Afrique. Pour lui, l'Afrique ne s'arrête pas sur le continent, à travers la configuration géographique du continent. Il ne voit pas d'Afrique en dehors de ce qu'il appelle l'Afrique globale, qui est inclusive de ces diasporas. Oui. L'Afrique amputée de ces diasporas devient incomplète, mutilée, c'est le terme ça. D'accord. Et non seulement l'Afrique globale, mais aussi dans, je ne dirais pas dans l'universel, parce que ce terme a beaucoup d'ambiguïté, dans une globalité mondiale. Donc c'est un panafricanisme mondialiste, diasporique, c'est pour cela que on parle de diplomatie interculturelle dans l'identité Afrique et ses diasporas. D'accord. Alors, professeur, quelle est la portée, d'accord, du message porté par le professeur Olabiyi de Regretter Mémoire? Le message est multidimensionnel et multidirectionnel. En particulier, aux chercheurs, il demande de ne pas déposer les armes, de surmonter les difficultés. Et surtout, il s'adresse aux gouvernants qui peuvent décider et qui ont les moyens, les leviers pour décider pour que nos langues ne meurent pas, ne disparaissent pas. Parce qu'il dit que si les langues africaines disparaissent, nous mutilons l'humanité. L'Afrique sera responsable de rendre l'humanité infirme d'une jambe. Et si l'humanité est infirme d'une jambe du fait de la disparition des langues cultures africaines, c'est fini. Alors, cette vision de la globalité, il a démontré en tant que membre du comité scientifique international de l'histoire générale de l'Afrique. C'est le deuxième comité qui est de 17 membres et qui est investi depuis 2013, 2014, 2015 à faire rédiger les volumes 9, 10 et 11 de l'histoire générale de l'Afrique en complément aux 8 premiers volumes qui sont sortis. D'accord. Et là, dans ce comité scientifique international, le directeur
non, le président du comité scientifique international a fait un témoignage vibrant ici. Alors, Patrick Dessous, vous permettez une question de curiosité. Alors, professeur Obaré Bagodo, si vous devriez parler, d'accord, du professeur Olabiyi à un enfant, à un gamin, qu'est-ce que vous lui dites de lui? Pour un garçon, il va dire, celui-là, c'est un bon père qui aime avoir ses enfants grandir, évoluer, et qui aime avoir le milieu dans lequel il vit être dans la fraternité. Sa maison, c'est comme une maison du peuple. Vous y allez, vous êtes bienvenus. C'est la joie, c'est la paix. Même les quelques années qu'il a passées ici, après avoir été président du conseil exécutif de l'UNESCO et 13 ans ambassadeur du Bénin à l'UNESCO, quand il est revenu dans sa maison-là, feu le professeur Ntondi, dont il a critiqué la prétention d'une absence philosophique en Afrique précoloniale, parce que c'est le problème de fond. Pas lui seul, les Martiens, Toa et autres, ceux-là, formés à l'occidental, disent que l'Afrique n'a pas de philosophie, etc. Et ce combat, c'était un combat contre-courant qui a fini par être rangé. C'est un combat plus compliqué que ça. La raison en est qu'en 1974, il y a eu ce qu'on appelle le colloque du Caire, le grand colloque du Caire, pour lequel Cheikh Anta Diop a soutenu d'abord sa thèse en 1954. Est-ce qu'il a soutenu? Non, il devait soutenir. Il n'a jamais soutenu. Non. Oui, c'est pas qu'il n'a jamais soutenu. Le jury a fait défection, je le dis. La Sorbonne est là pour écouter et entendre. Ils ont dit qu'on va faire la soutenance. Tout le monde était en salle, mais le jury n'est pas arrivé. Et alors, les intellectuels progressistes français ont battu la rue pour protester, injurier le racisme, enfin évoquer le racisme, et Présence africaine a intégralement publié la thèse 1954 où il montrait que la culture grecque et autres là dérivait de la culture égyptienne, laquelle culture égyptienne est en substance, en philosophie, en psychologie, une culture africaine, etc. Donc, il était dans ce combat. Quand Cheikh Anta Diop, il a dû faire une autre thèse qui a été acceptée. Et tenons-nous tranquilles, on lui donne la mention très honorable, sans ajouter avec félicitations du jury, ce qui lui ferme les portes des amphithéâtres. Cyniquement, Senghor s'en réjouissait et autres. Après, je crois, les gens lui ont dit de tempérer un peu. C'est vrai qu'il y a toujours eu ce combat entre les Senghoriens et alors donc... Voilà, donc ça fait que Cheikh Anta Diop, quand il est revenu en 1960, il a été confiné à l'IFAN, Institut fondamental d'Afrique noire, qui était un institut français d'Afrique noire. Tenez-vous tranquille, de 1960 à 1980, il n'a connu aucune évolution administrative. C'est la répression la plus féroce. Rassurez-vous, professeur, on aura une autre chronique sur Cheikh Anta Diop, parce que Cheikh Anta Diop constitue quand même un baobab en termes, on va dire, de réflexion. C'est lui qui a d'ailleurs démontré l'antériorité de la civilisation de l'Afrique, bien évidemment. On aura le temps, évidemment, de nous étendre sur Cheikh Anta Diop. Concentrons-nous pour le moment sur le professeur Olabiyi, sur lequel on allume les projecteurs aujourd'hui. Patrick Dessous. Oui. Alors, vous l'avez déjà évoqué. Il a été membre, il est resté à l'UNESCO. Lorsqu'on regarde le parcours qu'il a eu à l'UNESCO et qu'on se dit l'UNESCO, l'éducation, il a participé à tout cela et qu'il est linguiste, est-ce qu'il y a eu quand même quelque chose que l'UNESCO a pu ressortir de tout son combat pour que nos langues puissent être valorisées dans notre éducation? Parce que jusque-là, ce qu'on a comme curriculum dans les écoles africaines, surtout en Afrique aussi du Sahara, les langues africaines ne sont pas valorisées. L'UNESCO
a joué sa partition et continue de jouer sa partition. Sous la direction de feu Joseph Kizerbo, l'UNESCO a fait publier, l'UNESCO et UNICEF, Éduquer ou périr. Oui. Propos éducatifs en Afrique, les 2 volumes. Donc, l'UNESCO s'occupe surtout du monde entier. L'UNESCO ne peut pas laisser le reste du monde s'occuper de l'Afrique. Le problème, c'est nous. D'accord. C'est nos gouvernants, c'est l'élite africaine, aliénée, dont nous sommes partie prenante, vous et moi en tête, vous aussi, et surtout nos gouvernants qui n'ont pas encore montré qu'ils croient en l'Afrique à travers sa culture qui doit contribuer au développement et à la libération de l'humanité. Alors, comme héritage par rapport à tout ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'on peut retenir pour les langues africaines, pour les langues béninoises, parce qu'il est béninois avant tout? Feu Georges Guédou l'a reconnu. Il dit que Yahi est le fondateur de la linguistique fond. Très tôt, lui, il n'a pas commencé, il n'a pas fait les premières études universitaires en linguistique. Il est allé étudier quelle langue? La langue espagnole. Oui. Mais à la fin, déjà, compte tenu de ses convictions, il a fait un certificat de linguistique en France. Et quand il est revenu, il projetait déjà de basculer, d'aller vers le Nigeria, compléter ses études. Il a complété ses études de haut niveau sans soutenir une thèse. Non pas parce qu'il n'a pas voulu soutenir une thèse a priori, il n'en fait pas une préoccupation majeure. Il devait faire une thèse sur un poète cubain. Il est allé à Cuba pour faire des recherches, mais les combats dans lesquels il était idéologique, Chine, URSS, avec la FEANF, ont fait que les Cubains ne lui ont pas facilité la tâche. Et il a laissé le thème. Et c'est un thème d'amour pour lui. Il a trouvé que bon, il ne veut pas faire une thèse pour bavardage, faire la rhétorique, avoir le diplôme et ergoter seulement. Il veut faire une œuvre de conviction et de contribution qui serve. Oui. Et maintenant, revenant sur son héritage, on retient quoi de manière concrète? Sur son héritage, tous les linguistes qui sont venus par la suite, qui ont été formés, en étant au Nigeria, ils venaient enseigner ici. Il a mis en place le système. Et avec les Guédou, par la suite, ils ont mis en place tout un système. Le professeur Ompati Kapo, qui est le théoricien du paradigme B, c'est lui qui l'a porté comme un bébé, comme ça. Super. Et lui aussi, à ton tour, et à sa suite, les Dacruz, les Beto, les Akoha, ainsi de suite. Il y a tout, Feu Titi Toussaint, ils sont arrivés pour labourer là où il a contribué à défricher. Il fait partie des défricheurs. Mais il n'a pas déposé les armes, il les accompagnait quand même toujours en faisant des contributions pointues. C'est un intellectuel subtil. Il n'est pas dans l'ordinarité ou bien la vulgarité comme ça. Il a de la finesse stylistique. Sans que vous en parlez avec beaucoup de passion et beaucoup d'admiration, surtout pour le professeur Yahi. Pas passion, mais admiration. Peut-être que moi, dans ma vocalité expressive, on peut détecter de la passion. C'est un tempérament, donc je parle et quand je suis convaincu de quelque chose, j'avance et je continue avec et je l'exprime librement. Absolument. Voilà. Merci, professeur Barry Bagoudo. On pourrait continuer jusqu'à demain, j'imagine, mais nous allons ce soir et juste, je reviens encore, une autre phrase qui pourrait mettre fin à cette entrevue. Une phrase pour qualifier Olabi, le professeur Olabi Babalola Joseph Yahi. Une seule phrase.
Bon, merci et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de venir continuer la présentation de l'ouvrage en tant que directeur scientifique. C'est moi qui l'avais présenté, vous y étiez présent, vous avez voulu compléter et le rectorat m'a demandé de venir le faire et c'est ça que je suis venu faire. À la fin du colloque, comme à la présentation de l'ouvrage, on a laissé la parole à cette occasion-là aux participants. Ils ont fait ressortir ceci. Une personnalité de la trempe multidimensionnelle d'un Yahi, une fois mort, un premier colloque de livre, le livre est sorti au Nigeria. C'est le deuxième colloque. Mais ils ont dit, après le colloque, le rapport général le dit, ils ont dit avant de nous séparer, le Bénin a le devoir d'honorer, de matérialiser, d'immortaliser la vie et l'œuvre de Rabi par quelque chose, un espace qui marque, mémoriel. Donc, c'est une demande forte. J'espère que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds, non pas de vous seuls, mais de toute la nation béninoise et de toute la communauté qui l'accompagne. Merci, professeur. Le centre culturel Olabi, pourquoi pas. Merci beaucoup à vous, Patrick Diossou. Merci également à vous, professeur, d'être passé nous parler du professeur Olabi Babalola Yahi, de regretter mémoire, qui vit aujourd'hui à travers, évidemment, son parcours intellectuel, à travers ce qu'il laisse à la postérité. On se souviendra encore longtemps qu'il fut un homme qui œuvra par l'esprit pour que l'Afrique soit reconnue à sa juste valeur dans le concert, évidemment, pas des nations, mais des continents. Merci beaucoup. Vous passez une excellente journée du lundi et à lundi prochain pour une autre histoire d'Afrique, une autre histoire inspirante, une personnalité. Pourquoi pas. 5 sur 7 matin, à suivre dans les prochaines minutes, le forum de discussion. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'impact des réseaux sociaux sur nos vies. Pourquoi nos vies sont si tant partagées sur les réseaux sociaux? Et pour ces personnes qui vont boire la vie d'autrui sur la toile, que recherchent-elles ces personnes-là? On sera également en fin d'émission avec Marcela Rossi. Mais avant, on passera la minute juridique où on vous dira tout sur pourquoi et comment on peut désormais porter le nom de sa mère au Bénin. 5 sur 7 matin, le forum de discussion. À tout de suite. Un enfant peut bel et bien porter le nom de sa mère au Bénin depuis l'avènement de la loi 2021-13 du 20 décembre 2021 modifiant et complétant la loi 2002 du Code des personnes et de la famille. Mais dans plusieurs conditions, seulement qu'ici je parlerai simplement de 2 articles. De l'article 6 nouveau alinéa 1er qui stipule ceci. Lorsque la filiation est établie à l'égard des 2 parents, l'enfant peut porter soit le nom de sa mère, soit le nom de son père, ou soit le nom des 2. Mais ces 2 noms doivent être accolés et suivant un ordre défini par eux. Ces parents ont le devoir d'informer immédiatement le médecin accoucheur et d'en informer également l'officier d'état civil pour l'établissement de l'acte de naissance de l'enfant. Maintenant, il y a également l'article 6, nouveau, alinéa 2, qui dit qu'en cas de désaveu de paternité, la mère peut donner son nom de famille à son enfant. C'était donc la minute juridique sur pourquoi et comment, évidemment, un enfant peut-il porter le nom de sa mère en République du Bénin. 5 sur 7 matin, on installe à présent le débat matinal, le forum de discussion. C'est tout de suite. Filmer notre vie, notre quotidien, nos rires, nos joies, nos larmes, nos succès, nos échecs, nos doutes, nos atermoiements, bref, dévoiler son intimité sur les réseaux sociaux est devenu un phénomène banal. Plus besoin d'être une vedette ou une célébrité pour partager sa vie sur la toile. Stories, vlogs,
podcasts. Tout passe dans cette pratique exhibitionniste voulue et assumée. Et nombreux sont aujourd'hui ces personnes à suivre sur les réseaux sociaux la vie de parfaits inconnus dont ils se rapprochent seulement au travers du petit écran. Qu'est-ce qui nous pousse à épier la vie d'autrui? Pourquoi se raconter est devenu si répandu? Et quel est aujourd'hui notre rapport à l'intimité quand la sphère privée doit déborder sur l'espace public? Eh bien, nous en parlons aujourd'hui dans le présent forum de discussion avec autour de la table Valdi Baguidi. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Ça va, merci. Vous êtes créatrice de contenu et comme on va le voir, vous cumulez plus de 41 000 followers sur votre compte TikTok et presque 500 000 likes. Vous avez 496 000,5 plus exactement. Sur Instagram, vous comptez 32 000 followers. Vous vous définissez comme une femme qui s'aime et qui redonne confiance à d'autres femmes. Vous avez cofondé Coucou Copine, c'est bien cela. Vous dites que c'est une plateforme pour aider les femmes à glow up. Glow up, c'est-à-dire? À grandir. Sur beaucoup d'autres plans, sur le physique, le mental, la santé, bon, en général, voilà. D'accord. À la base, vous avez fait une licence en agronomie. Vous avez d'ailleurs soutenu votre mémoire tout récemment. Oui. Vous en avez parlé sur les réseaux sociaux. Si. Même si défricher la terre, ce n'est pas fondamentalement ce que vous adorez faire le mieux. Et ce n'est pas dans ça forcément vous vous épanouissez le plus. On aura le temps d'en parler. Merci d'être passé ou de venir sur 5 sur 7 matin partager votre passion avec les téléspectateurs. En face de vous, Stéphane Bossa. Stéphane, bonjour. Bonjour, Herman. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes photographe professionnel. Vous avez fondé les ateliers Bossart à Paris. Vous avez glow up, pour utiliser l'expression de Valdi, lorsque vous êtes devenu le photographe de la star mondiale du football, Samuel Eto'o-Fils. Une chose qui vous définit bien, vous aimez le sartorialisme, l'art de bien s'habiller dans le respect des règles traditionnelles afin d'obtenir une réelle élégance, comme on va le voir d'ailleurs sur ces images. Vous êtes aussi un peu boucantier sur les bords, on va le voir aussi. Vous êtes passionné de rencontres, de découvertes, de création, de voyages et de documentation. Vous avez couvert de grands événements sportifs et culturels dans le monde. Vous captez aussi des scènes de vie quotidienne empreintes d'émotion. Vous avez d'ailleurs fait dernièrement une exposition au Novotel où on a pu découvrir vos œuvres. Vous vous êtes lancé depuis quelques temps dans le podcast. Vous nous direz tout à ce sujet. Merci. La présentation est complète. Bon, ça va, je vais rajouter. Il y a 2-3 choses à ajuster. Il y a 2-3 choses à rajouter parce qu'aujourd'hui, je suis producteur audiovisuel. D'accord. Parce que j'ai fait une licence en assistant réalisation à Paris. D'accord. Un BTS en photographie. Donc là, j'ai beaucoup de cordes à mon arc et tout. D'accord. Toujours dans le domaine de l'image. D'accord, ouais. Toujours. Et à côté de vous, c'est un peu le seul qui fait office de tonton sur le plateau, on va le dire finalement. Thomas Idéa, bonjour et bienvenue. Bonjour le man. Comment allez-vous? Très bien, ça va. Vous êtes docteur en philosophie. Vous avez entre autres écrit philosophie au bac. Oui. C'est entre autres un de vos ouvrages puisque vous en avez d'autres. Oui. Merci d'être venu sur 5 sur 7 matin partager votre réflexion sur le sujet avec vous. Avec vous, donc, on sera plus dans l'aspect philosophique de la chose, puisque la philosophie, finalement, c'est l'art de penser le monde. Tout à fait. C'est cela. Bien sûr, man. Merci. Alors, Valdi, on va le dire, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous afficher sur les réseaux sociaux? À quel moment vous avez décidé de commencer par être présente sur les réseaux? Déjà, pour commencer, je me suis lancée comme toute autre personne parce que je m'ennuyais. Et je voulais m'amuser comme tout le monde. Ce qui m'a poussée à prendre cette tournure, c'est parce que je me montrais telle que j'étais chez moi. Et j'ai reçu énormément de critiques par rapport à mon physique, par rapport à qui j'étais. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose de pas normal. On devrait tous s'accepter tel qu'on est. Et je me suis dit que j'allais axer mes contenus sur ça. D'accord. Alors justement, vous parlez de la forme physique et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, dans l'une de vos vidéos que vous avez réalisées, que vous avez déposées sur Internet. On s'est fait pas prier avant évidemment d'aller venir, de partager avec les téléspectateurs pour pouvoir, on va dire, mieux cerner ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Regardez cette vidéo de Valdi Baguidi qui parle évidemment de la forme physique en général. On a tout fait, d'accord, de faire des observations pas très saine sur le physique de X ou Y. Généralement, on ne le fait pas de façon méchante, mais on ne le fait pas de façon méchante, mais évidemment, ça fait mal parfois. Regardez.
de se regarder dans le miroir et de ne pas aimer ce que l'on voit. J'ai vécu ces moments où l'on se sent écrasé par les normes de beauté imposées par la société, où l'on est obligé de se priver pour ressembler à un tel ou à un tel. Et si ce n'était pas qu'une question de poids? Et si ce n'était pas qu'une question de forme? La beauté ne se mesure pas à une taille ou à un poids. Elle réside dans notre unicité, dans notre histoire, dans notre force. Il est crucial de célébrer nos corps, qu'ils soient grands, petits, ronds ou filiformes. Rappelons-nous que la véritable beauté émane de la confiance en soi et de l'acceptation. Alors donne de l'amour à ton corps et il te valorisera en retour. À la base, cette vidéo, c'était pour motiver, c'est ça, pour ces personnes qui ont une forte corpulence, comme vous peut-être, pour les motiver à s'accepter, c'est cela? Pas seulement les personnes qui sont comme moi, mais celles qui sont tout autant différentes, qui sont beaucoup plus minces, parce que les femmes qui sont très très minces subissent un harcèlement. On les appelle Domando Gogo par exemple. C'était une crainte limite à une certaine période et je me suis dit que c'était quand même pas normal de harceler quelqu'un par rapport à son physique. D'accord, très bien. On va revenir tout à l'heure de fond en comble sur ce que vous faites plus précisément aussi. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Le temps pour moi de me retourner vers Stéphane. Stéphane, depuis quelque temps, vous avez, comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans votre présentation, créé un podcast. On va d'ailleurs voir à peu près ce teaser qui présente un peu ce que vous faites dans votre studio. Regardez. Plus ce genre de femme qui... On va se retourner justement vers la régie, si tout est bien accordé de l'autre côté, pour voir, on va dire, ce teaser sur, évidemment, le studio de Stéphane Bossa, là où il concocte ses podcasts. Stéphane, pourquoi vous avez décidé de fonder ou de créer un podcast? Il y a Atelier Bossa et c'est dans Atelier Bossa on a Créavos. Et Créavos, c'est un studio de création de contenu, de podcast, et c'est un studio à multi-décors qui permet aux gens qui n'ont pas d'espace pour faire leurs interviews, pour faire leur mise en boîte d'émissions radio comme télévision. Donc c'était quelque chose qui est déjà à Paris, que j'ai ramené à Cotonou. D'accord. Et parce qu'il n'y en avait pas assez. J'en connais un ou deux présents à Cotonou. Donc je me suis dit, c'est le moment de ramener ce qui se passe déjà dans le monde entier, chez nous au Bénin. Parce que beaucoup de personnes m'ont posé la question, pourquoi au Bénin alors que tu vis à Paris, tu pourrais le faire à Dakar, tu pourrais le faire à Kinshasa, tu pourrais le faire à Abidjan. Je lui ai dit, oui, c'est bien beau, c'est bien toutes ces villes-là. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe au Bénin. Et s'il n'y a pas ces genres d'infrastructures pour accompagner ce qui se passe dans le pays, et tout le monde doit aller ailleurs pour créer ses contenus, pour faire des émissions podcast, ça ne sert à rien. Donc la rentabilité sur un business, ça ne se passe pas en séance tenante. C'est avec le temps, le travail que ça vient. Donc voilà pourquoi on a ramené ce truc au Bénin, pour aider les Béninois, les créateurs de contenu et tous ceux qui veulent donner de la visibilité à leurs produits, créer des capsules de vidéos, enregistrer des voix off et tout ça. Quand je dis « Ah, Samuel », vous avez la ref? Stéphane, vous avez la ref? Ouais. D'accord. Alors, aujourd'hui, on va pas mettre le professeur Elia dans la confidence. On va garder ça entre nous. D'accord? Alors, aujourd'hui, on a remarqué le succès des podcasts au travers des personnes qui viennent parler d'elles, justement, qui viennent raconter leur parcours. Est-ce que vous pensez que c'est devenu aujourd'hui une niche, raconter son parcours pour inspirer ou pour intéresser? Au fait, c'est très important aujourd'hui les podcasts parce que les grandes marques en Europe le font déjà sur leurs produits. Par exemple, quand on prend
La Maison Élevée et tout. Ils font des podcasts sur leurs produits. Quand on prend des grandes banques en France, ils font des podcasts sur leurs produits. Et les gens qui ont une histoire à raconter et ont besoin d'un lieu, d'une place pour venir s'exprimer. Parce que dans un studio de podcast, toute la pièce est travaillée. Il y a des panneaux acoustiques, il y a des tapis acoustiques qui fait que le son est présent, les matériels utilisés sont présents. Donc ça fait qu'ils ont besoin d'un espace comme ça au lieu de les faire chez eux. Parce que quand tu fais des trucs chez toi à la maison et tu fais dans un studio bien équipé, c'est plus professionnel. Et ça dépend de quelle cible, de quelle motivation, de tes objectifs aussi. Soit tu le fais chez toi, soit tu le fais dans un studio. Justement, je parlais tout à l'heure de Samuel parce que on a remarqué que de plus en plus de personnes s'investissent dans le podcast, ce qui fait que même des footballeurs, des entrepreneurs X ou Y créent des studios pour appeler des gens à venir raconter leur parcours, leur vie, leur quotidien. Et on se rend compte finalement que ce sont des contenus qui font de milliers de vues sur Internet. Que recherche-t-on en allant écouter la vie d'autrui pendant 2 heures, 3 heures, en fait, 30 minutes? C'est pas qu'on recherche tout, en fait. Le truc le plus important dans les podcasts, c'est que avec un Internet et un téléphone, tu écoutes tes podcasts partout. Moi, par exemple, à Paris, des fois, dans mes cours, je laisse ma voiture, je rentre dans les transports, je prends le métro ou bien les RER, je suis avec mes écouteurs, j'écoute des podcasts à longueur de journée. Donc, c'est ce qui différencie... Podcast ici axé sur le récit personnel. Ouais, déjà, c'est un truc audio, comme ce qui se passe à la radio. Seulement que la différence entre un podcast, c'est que la radio, c'est une station et tu ne peux pas capter une radio un peu partout dans le monde entier. Alors qu'avec ton téléphone Internet, tu vas sur, je ne vais pas citer le nom de toutes ces plateformes qui distribuent les podcasts, mais quand tu vas sur toutes ces plateformes, tu peux écouter tes podcasts un peu partout. On entend bien on va dire ce développement. Mais la réalité, justement, le contenu du podcast, d'accord? Est-ce qu'un podcast sur, je sais pas, la biodiversité intéresserait autant qu'un podcast sur la vie de Samuel Eto'o, par exemple, sur la vie de Singila qui vient de fêter 20 ans de carrière? Est-ce que cela intéresserait autant? On remarque que ce qui intéresse plus le public, ce qui les attire, ils sont aguichés par des histoires qui touchent des individus personnellement. Pourquoi? Aujourd'hui, on a différentes classes humaines. Okay? Donc, ce qui veut dire que la biodiversité va intéresser ceux qui sont dans ce domaine. Une petite minorité, voilà. Sans doute. Non, pas petite minorité, parce que la biodiversité intéresse Stéphane, tout le monde. Faites la fine bouche, Stéphane. Non, même pas. Aujourd'hui, moi, avec mes expériences et mes parcours, moi, j'ai compris tellement de choses que... Vous êtes sûr que quand vous allez sur Internet, c'est pour aller regarder la biodiversité? Je regarde ce qui concerne mon domaine d'activité. D'accord. Ok. Maintenant, ceux qui s'ennuient et ils ont le temps à passer sur Internet, ils vont aller écouter ce qui les arrange. D'accord. Alors, je reviens à vous tout à l'heure, professeur Valdi. Vous comprenez le sens de ma question. Aujourd'hui, on est tous portés par aller regarder la vie d'autrui. C'est presque même instinctif. C'est même devenu un geste normal. Pourquoi ? Moi, je pense, comme vous avez dit, les gens seront plus intéressés à aller écouter la vie de Samuel Eto'o, par exemple, parce qu'il y a des gens qui l'admirent. Il y a des gens qui le regardent de l'extérieur, mais qui ne savent pas ce qui se passe dans son quotidien, ce qu'il a vécu pour en arriver là. Et je me dis, les gens s'en inspirent. Écouter l'histoire de cette personne, par exemple, c'est édifier beaucoup d'autres personnes qui peut-être voudront être à sa place, peut-être voudront avoir le même parcours. Je me dis que c'est ça. Mais après, il y a énormément de contenus qui ne sont pas forcément éducatifs, mais qui intéressent les gens. Pourquoi? Je ne saurais le dire, parce que je ne consomme pas ce genre de contenu. Vous n'êtes pas Samuel Eto'o, vous n'êtes pas Madonna, vous n'êtes pas X ou Y, vous êtes Valdi Gbagidi. Pourtant, vous cumulez presque 50 000 abonnés sur votre compte TikTok. Qu'est-ce que vous offrez à voir pour que des gens spontanément, justement, viennent s'intéresser à vous? Quelque chose de différent. D'accord. J'ose. On va dire ça comme ça. Et il y a énormément de femmes qui sont comme moi, qui se retrouvent en moi et qui arrivent à travers mon canal parler de choses dont ils n'ont pas le courage de discuter à la maison ou avec leurs camarades. On ne peut pas parler de viol, par exemple, avec ses parents. On ne peut pas parler de harcèlement avec ses parents parce que c'est encore des sujets tabous. Mais à travers au moins moi, mon canal, j'ai le courage d'en parler et voilà, c'est un sujet de conversation, on va dire. D'accord. Docteur Edea, est-ce que finalement ce n'est pas le besoin de reconnaissance
qui pousse les individus à partager leur vie sur les réseaux sociaux? Est-ce que ce n'est pas une quête de validation sociale, j'ai envie de dire? Est-ce que ce n'est pas un besoin d'être vu et d'être reconnu, justement, qui pousse les gens à aller s'exposer sur les réseaux? Oui, merci, M. Eman. Par rapport à cette question, d'abord, il faut dire que le débat est très intéressant. Et quand on écoute Mme Baguili et M. Stéphane, je crois qu'on peut se réjouir de ce qu'ils aiment ce qu'ils font. Je crois que c'est la raison principale d'abord. Ce n'est pas forcément parce qu'on a envie de se faire voir. Ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler le m'as-tu vu. Vous voyez, quand vous avez suivi Mme Baguili dans sa première intervention, elle a utilisé des mots forts. Elle dit, c'est une question de personnalité. Elle dit qu'elle a subi quelques critiques par rapport à son physique, et pourtant elle a un beau physique. C'est cela. Et elle dit en plus, pour me faire valoir, pour dire aux gens que je m'aime moi-même et amener d'autres à travers moi, à s'aimer eux-mêmes, à aimer leur corps, à s'aimer tels qu'ils sont, et physiquement, et mentalement, et intellectuellement, et spirituellement, alors elle a décidé de travailler pour inspirer d'autres. Donc il y a le souci, non seulement de montrer qui on est, de se faire valoir, mais il y a aussi le souci d'être pour les autres une référence et un modèle. Et je pense que ce sont des causes nobles. Et ça, il faut le dire. Au-delà donc, oui, de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, le m'as-tu vu, il y a des valeurs qui sont plus importantes et qui sont cachées derrière ces actions. Alors, docteur Elias, ça, c'est peut-être pour une grande minorité. Pour la grande majorité, lorsque vous, on va dire quoi, vous défilez sur TikTok, d'accord, vous scrollez, comme on le dit dans le jargon, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de vidéos qui ne servent pas à grand-chose, mais qui ont des milliers de likes, c'est-à-dire, je me réveille le matin, voilà, je suis allé faire du sport, je suis allé prendre du café, voilà, je suis allé voir une amie, on a discuté un moment, enfin, j'ai pavané un peu, je me suis pavané, pardon, dans la ville. Bref, je raconte ma journée qui n'a, au fond, en soi, rien d'intéressant, rien de, voilà, très original, mais je raconte quand même. Et puis, vous voyez tout le monde, coucou, story time. Donc, aujourd'hui, je suis allé. En réalité, qu'est-ce que ça apporte à la communauté? Raconter sa journée, par exemple, qui n'est pas si extraordinaire que ça. Je n'ai pas remporté de médaille, je n'ai pas eu de distinction particulière, je n'ai pas eu de reconnaissance particulière. C'est une journée comme toute autre journée pour des milliers d'autres personnes dans le monde, mais que moi, je décide de raconter. Pourquoi? La raison est simple. La création par rapport à la technologie aujourd'hui ou par rapport donc aux réseaux sociaux est en fait liée aux antipodes d'une réalité humaine, à savoir le stress. Notre monde est fondamentalement et fortement un monde stressé aujourd'hui. Et donc, les hommes sont arrivés pour lutter contre le stress et lutter contre tout ce que le stress engendre comme conséquence, sont arrivés alors à inventer, à créer d'autres moyens, voyez-vous, qui sont liés, bien évidemment, à tout ce que nous constatons sur les réseaux sociaux. Donc, la raison, elle est toute simple, et c'est cela. Et les gens prennent du plaisir, puisque n'oubliez pas que l'homme est un être de plaisir aussi, c'est un être de distraction. Et quand vous regardez un peu le quotidien de chaque être humain, quand vous regardez un peu la réalité qui est la nôtre aujourd'hui, où nous courons dans tous les sens, où le combat est un combat sérieux, un combat véritable, un combat, j'allais dire, dur, les gens s'offrent des moments de plaisir. D'accord. Et donc, c'est pour cela que quand les gens racontent ça, ce n'est pas forcément pour donner de leçons à qui que ce soit, mais l'objectif premier, c'est de distraire et c'est de se distraire. D'accord. Stéphane, quand on flaire, où on a le sens des affaires, le sens du business, comme on le dit, on se rend compte que raconter sa vie ou raconter la vie d'autrui peut générer des ressources. Et donc, comme vous, on crée un studio pour des gens qui ont envie peut-être de reconnaissance, de venir raconter leur histoire, mais derrière vous, vous faites votre business, tranquille. On peut dire que vous faites du business sur le dos de la vie des gens? Non. Non. En fait, le but de ce studio déjà à Cotonou, en fait, c'est de permettre à ce que ceux qui ont envie de parler de ce qu'ils font dans leur domaine d'activité. D'accord. Révéler leur domaine d'activité, donner de la visibilité, créer des contenus qui sont prêts à motiver, à donner du courage aux jeunes qui veulent émerger, leur donner plus de force
Par exemple, nous, on a des émissions qu'on fait chez nous où on invite des gens qui motivent, par exemple, un jeune bachelier qui veut se diriger dans le droit. À la fin, il doit savoir s'il veut être avocat des affaires, avocat immobilier, avocat ci et ça. Donc, le but, en fait, c'est pas de faire de l'argent dans le dos des gens, mais c'est pas dans le dos, hein. C'est-à-dire, c'est du business comme toujours, hein. C'est pas une bonne affaire. En premier, bon, c'est pas le business. D'accord. En premier, c'est de ramener quelque chose d'important déjà à Cotonou, au Bénin. Et la deuxième chose, c'est de permettre à ceux qui ont une histoire à raconter et une motivation à donner à la jeunesse, des conseils, des anecdotes, à venir parler. D'accord. Alors, Valdi, aujourd'hui, avec les critères de monétisation mis en place par les réseaux sociaux pour permettre aux créateurs de contenu de se faire un peu de ressources, on se rend compte que, d'accord, le raccourci, ou du moins le domaine, le secteur de la création de contenu qui permet d'attirer rapidement les regards sur soi, c'est effectivement parler de soi. Est-ce que vous partagez cet avis? Et c'est vrai qu'avec l'avènement de la monétisation, sur TikTok plus précisément, on est plus amené à raconter un peu de tout parce qu'on sait que ça intéresse les gens. Et avant de répondre à la question, je voulais rebondir sur ce que le professeur avait dit. Vous avez demandé pourquoi les gens le faisaient. C'est un peu comme vous finissez votre travail. Si c'est que vous aimez regarder le foot, vous allez vous asseoir devant un match, je ne sais pas, qui dure 45 minutes ou je ne sais pas. 45 minutes fois deux. Vous voyez. Et je ne sais pas ce que ça vous apporte concrètement, mais c'est une manière de vous distraire. Il y a certaines personnes qui vont préférer aller s'asseoir dans les bars, boire un coup. Concrètement, ça ne leur apporte rien. Au contraire, ça peut même jouer sur votre santé. Mais c'est juste une manière de se distraire et d'oublier le quotidien. Comme celles qui vont s'asseoir devant les feuilletons également. C'est la même chose. Raconter son quotidien, raconter sa vie, raconter ce que tu as fait dans la journée. Ça peut paraître banal, mais ça distrait d'autres personnes. D'accord. Donc, à travers ça, certes, la monétisation a poussé les personnes à aller un peu dans l'extrême, mais c'est plutôt une manière de distraire d'autres personnes et de se distraire, comme le professeur avait dit. D'accord. Alors, vous avez osé, d'accord, dire sur les réseaux ce qui est presque intime à vous, d'accord? Vous avez affirmé avoir été victime de viol. On va voir la vidéo que vous avez réalisée, que vous avez postée sur chaîne YouTube, pardon. Oui, j'ai fait le tour, j'ai fait le tour pour aller voir, aller fouiller un peu. Vous avez posté cette vidéo sur votre chaîne YouTube. On va découvrir ici un extrait de votre déclaration. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux et ceci est ma première vidéo YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ils m'ont connue parce que voilà, je suis jeune femme, je suis ronde et mes contenus ont été axés sur ça depuis mes débuts, sur la confiance en soi, l'acceptation de soi, le body positivisme. Je rayonne clairement et ma communauté est plus ce genre de femmes qui se retrouvaient en moi. Pour ma première vidéo, j'avais envie de raconter enfin mon viol, comment ça s'est passé, la réaction de mes proches quand ils ont appris ce qui s'est passé et également quand ils ont su que j'en parlais publiquement. Surtout, ce qui m'a poussée à en parler. Je vais tout détailler dans cette vidéo. On n'aura pas le temps de suivre toute la vidéo, malheureusement. En tout cas, si vous avez envie de suivre, c'est disponible sur votre chaîne YouTube, Valdi Baguidi, c'est bien cela? Si. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que vous décidez de raconter sur les réseaux sociaux une histoire qui est quand même marquante, une histoire qui est touchante, qui n'est pas faite de rire, malheureusement? Pourquoi vous décidez de vous confier sur les réseaux sociaux? Pour une thérapie? Non. Bon, c'est vrai que ça peut me servir de thérapie, je vais l'avouer. Mais c'est surtout pour créer un nid de discussion. Parce que j'ai été victime de viol, mais j'ai jamais eu le courage d'en parler autour de moi. Et à un moment donné, je vivais des choses qui avaient forcément un rapport avec ce qui s'est passé, mais je n'arrivais pas à trouver des réponses, je n'arrivais pas à trouver des solutions. Et je me suis dit qu'il y avait énormément de femmes qui se retrouvaient peut-être dans ce cas, dans cette situation, et qui avaient besoin d'en parler. Et je sais pas, je vais dire que c'est comme un instinct. Et je me suis dit, pourquoi ne pas en parler sur les réseaux? Évidemment, j'en ai parlé à mes parents avant de venir sur les réseaux, mais je me suis dit, c'est pas à nous d'avoir honte de raconter un truc comme ça.
j'ai été victime, c'était pas ma faute, j'ai pas voulu. Donc, en parler, c'est juste pouvoir rendre la chose moins taboue et pousser beaucoup d'autres femmes à dévoiler, à parler, à chercher des solutions aux problèmes qu'elles rencontrent, à tout ce qu'elles vivent à travers, voilà, justement, mon histoire. D'accord. Stéphane, des histoires du genre, des récits du genre, pardon, c'est peut-être des histoires qui peuvent vous intéresser pour votre studio, par exemple, des personnes victimes de situations particulières, mais qui souhaiteraient en parler pour conscientiser, impacter d'autres personnes. Si, c'est des sujets très, très intéressants parce que ça ouvre la voie aux autres, ça ouvre l'œil aux autres de savoir qu'aujourd'hui, il ou elle peut avoir le courage d'en parler, il ou elle peut avoir le courage d'assumer parce que souvent Allez-y. Souvent, ceux qui ont été violés ont tendance à avoir honte, alors que c'est les violeurs qui devaient avoir honte. Donc, une émission pareille serait super intéressante pour que ils défient d'autres femmes, d'autres hommes, parce que c'est dans les deux cas. Les hommes ont été violés, les femmes ont été violées. D'accord. Alors, professeur, vous vous rendez compte aujourd'hui que les réseaux sociaux se présentent comme un exutoire pour se faire sa propre thérapie aussi. Oui. Est-ce qu'à la base, c'était ça le rôle des réseaux? Le rôle des réseaux sociaux, c'est d'abord... L'objectif principal, c'est la mise en contact des humains. Et la mise en contact des humains suppose un ensemble d'éléments. Lorsque nous sommes en communication, nous communiquons sur tous les sujets qui intéressent et qui concernent l'homme. Et par conséquent, que les gens fassent le choix d'exposer leur vie ou que les gens fassent le choix de parler donc de leurs affaires sur les réseaux sociaux, de mon point de vue, cela ne pose aucun problème puisque les réseaux sociaux visent la communication, l'intercommunication, et lorsque nous sommes dans la communication, dans l'intercommunication, tous les sujets qui intéressent l'homme peuvent être abordés. Et au-delà de ces sujets, comme je le disais, en dehors peut-être du caractère plus ou moins exhibitionniste qu'on peut condamner, parce que par moment, il y a des choses qui touchent peut-être aux valeurs morales, aux principes éthiques. Au-delà donc de ce reproche-là, il faut reconnaître que sur les réseaux sociaux, sur tous ces réseaux-là, on peut apprendre, on peut se découvrir, on peut se découvrir à travers l'autre, on peut s'inspirer de l'autre. Et comme Stéphane le dit, on peut conscientiser l'autre. Et je pense qu'il faut beaucoup plus voir le côté positif, l'impact positif donc de ces réseaux sociaux que leur impact négatif. D'accord. Valdi, dans vos vidéos, on se rend compte que on découvre chez vous, du moins, j'espère que ça peut ne pas être le cas, mais on vous découvre chez vous, dans votre espace de vie qui est censé être privé. On vous suit dans vos déplacements. Je suis allé à Lomé, je suis allé à Parakou, je suis allé à tel autre endroit. Finalement, qu'est-ce que vous gardez de vous qui n'est que pour vous, finalement? Il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses. Donc finalement, on ne sait pas grand-chose. Ah non. Je sais ce que je partage. Et si je les partage, c'est justement pour un but donné. Il y a des choses que je garde privées. Par exemple, relation avec mes parents, je ne détaille pas ça. Et si ça arrive à un moment donné que je détaille, ce sera forcément pour passer un certain message. Donc oui, il y a des parties de ma vie qui sont quand même intimes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre vie privée déborde parfois dans l'espace public? Ça peut arriver. Ça peut arriver parce que à un moment donné, on devient une personne publique et on ne contrôle pas forcément tout ce qui nous concerne, qui vient sur la toile. Toi, tu peux décider, par exemple, d'aller manger seul sans pour autant vouloir mettre ça sur la toile. Quelqu'un d'autre te rencontre, te reconnaît et va partager ça sans forcément avoir ton consentement. Donc oui, on peut dire qu'à un moment donné, ça peut déborder, mais de toute façon, on fait en sorte de rester dans les normes. Quel est aujourd'hui votre rapport avec l'intimité? Quelle intimité, c'est-à-dire? Enfin, quelle est aujourd'hui, je vais dire, comment est-ce que vous concevez l'intimité? Déjà que pratiquement beaucoup de choses de votre vie se retrouvent sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous concevez aujourd'hui l'intimité? Aujourd'hui, ma vie, c'est ça. Je ne vais pas le nier. Ma vie, c'est justement mes réseaux. Et certes, ça peut impacter de façon négative parce que ça fait que je suis plus renfermée. Je m'adresse plus à ma communauté comme si c'est des personnes qui sont proches de moi, comme si c'est des amis. Je
j'ai plus de facilité quand j'ai un problème, par exemple, à aller en parler à ces personnes-là. Donc, ça peut avoir des conséquences parce que tout le monde ne t'aime pas, comme on le dit. Mais pour moi, c'est ma manière d'extérioriser tout ce que je ressens, tout ce que je vis. Et, voilà. Et comment vous arrivez à trouver un équilibre entre le désir de partager et le besoin de préserver votre intimité? Ça se joue sur l'instinct. On va dire ça comme ça se joue sur l'instinct. Je sais ce que j'ai envie de partager et je sais, c'est une question d'image également. Il y a des choses que je sais que je ne veux pas forcément qu'on associe mon image à ça. Je ne partage pas ce genre de choses. D'accord. Alors, professeur, à quel moment le partage devient-il de l'exhibitionnisme? Oui, c'est lorsqu'il y a un manque de discernement. Et c'est d'ailleurs la question que vous lui avez posée, les éléments de réponse qu'on peut apporter à cela, pour faire la distinction entre ce qu'on peut partager et ce qu'on peut garder pour soi, c'est qu'il faut faire preuve d'un esprit véritable de discernement. Il faut être suffisamment responsable, faire des choix suffisamment intelligents, des choix raisonnables pour que votre image impacte beaucoup plus positivement des gens que négativement. Parce que si vous n'arrivez pas à faire ce discernement-là, si vous ne publiez pas des choses responsables, vous allez alors tomber un peu dans l'immoralité ou du moins dans l'amoralité. Et dans ces conditions, on pourrait vous trouver exhibitionniste, on pourrait vous qualifier aussi d'immoral. Et je crois que c'est le conseil qu'il faut donner à ces gens-là qui donnent du contenu, qui créent du contenu sur les réseaux sociaux. Il faut leur dire que le sens de responsabilité doit être véritablement pris en compte. Ils doivent en faire preuve pour impacter beaucoup plus positivement que négativement. Alors Stéphane, je vous bouge un peu de votre zone de confort. On se rend compte aujourd'hui que tous autant que nous disposons de smartphones et que lorsque nous allons dans des endroits, que ce soit dans un restaurant, dans un hôtel, à la plage, à la piscine, partout où nous allons aujourd'hui, le premier réflexe que nous avons, c'est de filmer. Nous allons à un concert, le premier réflexe que nous avons, c'est de filmer. Plutôt que de vivre l'instant, finalement, on subit l'instant et on confie nos souvenirs à un téléphone. Pourquoi? Bon, je me dis que d'autres le font pour garder des archives, se créer des archives, et d'autres le font aussi pour le relayer instantanément sur les réseaux, pour partager là où ils sont, pour partager ces moments avec leur communauté, comme Madame disait tout à l'heure. Donc, chacun avec sa façon de fonctionner, avec à l'endroit où il est à l'instant T. Parce que moi, un concert, je vis un concert. À la plage, je profite du moment calme, paisible. Donc, filmer tout, c'est pas moi mon délit. Mais quand je filme certaines choses, c'est pour les garder pour moi-même, pour créer des souvenirs, pour créer des archives. D'accord. Mais il n'y a qu'aujourd'hui, Valdi, le fait de vivre la vie que vous avez choisie, d'accord, de partager votre quotidien sur les réseaux, a des revers, a des conséquences. La dépression n'est jamais bien loin. Vous avez partagé, évidemment, votre histoire sur la dépression, sur comment vous avez un peu sombré. On va écouter un bout de cette histoire-là et on revient juste après pour conclure ce plateau. Je ne voulais pas l'admettre, mais les commentaires que je recevais sur les réseaux me touchaient plus que je ne l'imaginais. Je me suis forgé cette carapace de femme forte qui a confiance en elle et qui n'est pas touchée par la vie des autres. Mais en vrai, même moi, j'ai mes limites. Je pense que j'accumulais et je ne voulais pas voir le problème en face. Et comme un ballon, j'ai juste éclaté. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, je pense que c'était ce commentaire parce que ça touchait mon avenir. Et je pense que ce sont des questions que je me posais moi-même. Ou ce sont des choses que je me disais moi-même. Est-ce que j'étais assez? Est-ce que j'étais à ma place? Ça m'a fait me remettre en question. Je me sentais inutile, j'avais plus quoi, rien. Et je ne voulais pas avouer qu'un commentaire a pu mettre dans ma confiance. J'avais vraiment besoin de faire une pause, donc j'ai disparu pendant juste une semaine. J'avais vraiment besoin de prendre ces une semaine-là au risque de rentrer dans une dépression. Je sais que certains n'ont pas remarqué, mais une semaine de pause. Et c'est ça le risque avec les réseaux. Les gens te remarquent quand t'es là. Quand t'es pas là, on s'en fout. C'est dommage, mais bon, c'est la réalité. Et pendant cette semaine, je suis allée faire du vélo. Je vais faire un autre vlog pour vous raconter comment ça s'est passé. Parce que c'est un truc extraordinaire. J'aurais jamais cru que j'allais pouvoir faire un truc comme ça de ma vie. J'ai fait du vélo de Cotonou à Vida avec des amis.
Ensuite, et donc j'ai décidé de mettre mon ego de côté et de demander de l'aide. J'ai discuté avec plein de personnes. Je pense que j'avais besoin de réconfort. J'avais besoin que les gens me rappellent que je suis importante et que je fais quelque chose de bien. J'avais besoin de l'entendre d'autres personnes. Et ça m'a fait du bien quand même de parler de mes problèmes. Ensuite, je me suis fait beaucoup belle dans la période. Ça me fait du bien aussi pour me rappeler que ce qu'on a, il n'avait pas raison. En fait, je suis très belle. Je suis pas parfaite. Je suis pas comme les bombastes d'Instagram, évidemment. Mais je suis parfaite à ma manière. Et j'avais... Voilà, oui, vous êtes parfaite à votre manière, Valdi. Oui, la dépression n'est jamais bien loin quand on est présent un peu trop aussi sur les réseaux. Vous nous en parlez? Comment vous avez vécu cette période? Très mal, parce que certes, je partageais beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, mais les haters, comme on dit, ne sont jamais bien loin. Et ils sont là jusqu'au point d'atteindre ta santé mentale. Et on peut se mettre une grosse carapace, dire que ça ne nous touche pas, mais à un moment donné, il y en a qui vont te toucher d'une certaine manière. Donc, j'ai essayé de faire une pause pour faire le point sur pourquoi j'ai commencé et pourquoi j'étais là. C'est aussi le revers des réseaux. Et il y a des internautes qui demandent à savoir, ça c'est à votre totale discrétion de répondre ou non, si Valdi est marié, a des enfants, et comment est-ce que sa famille, sinon comment son homme et évidemment éventuellement ses enfants perçoivent cette vie sur les réseaux. Je suis ni mariée, ni en couple, ni avec des enfants. D'accord. Donc, pour le moment, c'est vous seul qui décidez. Ça peut changer après, mais pour le moment, c'est votre décision personnelle. Docteur, merci. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin, mener la réflexion avec nous. Merci également à vous, Stéphane Bossa. Vous êtes donc le promoteur de ces Créavos Studio qui est à Cotonou. Qui est à Cotonou. Oui. Très bien. Valdi, merci. Et à très bientôt. On espère vous retrouver très prochainement par ici pour, pourquoi pas, évoquer d'autres sujets tout aussi intéressants. 5 sur 7 matin à suivre. Imelda Bada, elle va nous parler, elle, de son combat pour le rayonnement du Bénin à l'extérieur. Elle est la chargée d'affaires au consulat régional du Bénin à Bordeaux. Elle nous dira à peu près ce qu'elle fait entre le festival Zogbin et ses nombreuses orientations professionnelles. Elle nous dira tout. Derrière Marcel Arossi pour la revue de presse. Tout ceci va se tenir en 9 minutes chrono. Tout de suite. Imelda Bada, donc, disais-je, est notre invitée. Elle est chargée d'affaires au consulat régional du Bénin à Bordeaux, présidente de l'association Partage Diaspora Béninoise. Elle est la promotrice du festival Zogbin. Avec elle, nous allons voir comment les diasporas, comment les représentations diplomatiques font rayonner le Bénin culturel à l'extérieur. Vous savez que la culture est un des leviers importants sur lesquels le Bénin entend s'appuyer pour consolider son soft power. Bonjour et bienvenue, Imelda. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ça va super bien. Mais un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Le plaisir est pour moi. Vous êtes la promotrice donc, du festival Zogbin. On vous connaît plus à travers ce festival. On a eu le temps d'en parler en long et en large sur la télévision nationale. Mais vous êtes d'abord et avant tout chargée d'affaires au consulat régional du Bénin à Bordeaux, la présidente donc, de l'association Partage Diaspora Béninoise. En tant que chargée d'affaires, c'est quoi votre rôle? Déjà, je voudrais évoquer ce qui m'a ramené à ça. L'année dernière, le 11 octobre 2023, le chef de l'État a pris un décret portant création, j'ai envie de dire, parce que nous avions le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, et plus tard, nous avons eu le ministère des Affaires étrangères pour une diplomatie plus portée vers l'économie. Parce que nous savons que notre pays s'est réinventé. C'est plus à démontrer. Et c'est dans l'accompagnement de cet élan que je me suis retrouvée dans ce rôle de chargé d'affaires pour accompagner un monsieur qui s'est donné à notre pays depuis plus de 30 ans. Je veux nommer le consul du Bénin à Bordeaux, le consul honoraire du Bénin à Bordeaux, Pierre-Michel Delgué. D'accord. Donc, c'est comme ça que vous vous êtes retrouvé dans ce sillage à devoir faire rayonner le Bénin à l'étranger. Vous le faites bien.
à travers à ce que vous faites évidemment, notamment ce festival Zogben. Vous nous en parlez brièvement, rapidement. Oui, le Festival international Zogben. Tout à l'heure, j'ai suivi le professeur qui est passé, qui a parlé du regretté mémoire professeur Yahi. Exactement. Et pour faire rayonner un pays, il n'y a pas autre chose que ce que le pays a intrinsèquement. Et nous savons que c'est notre culture aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, la crainte du vaudou de notre pays est en train de reculer. Les étrangers veulent maintenant savoir. Donc, le Festival international Zogben est un festival de valorisation du patrimoine culturel immatériel à travers nos chants, nos danses, nos mets, et aussi un festival itinérant et hybride. C'est-à-dire qu'à chaque édition, nous parcourons le Bénin et l'hybridité fait que nous avons sur place des festivaliers également virtuellement. D'accord. Alors, comment est-ce que vous appréciez, d'accord, votre rôle dans le rayonnement du Bénin à l'étranger? C'est plus une passion parce que juste après la mise en place du ministère des Affaires étrangères, j'ai été séduite par la présentation de la diplomatie 4D par Monsieur le ministre. Cette diplomatie 4D qui parle de la disponibilité de la diaspora, du digital et du développement. Je pense qu'à travers ces 4 mots, nous avons tout. Aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer et nous espérons une meilleure prise en compte de la diaspora dans le développement du Bénin, que les enfants du Bénin qui sont hors des frontières soient réellement pris en compte. Et pour que ça soit fait, il faut une meilleure structuration de nos consulats, aussi bien les consulats, que ce soit honoraires ou consulats tout simplement, pour permettre à ce que le rayonnement du Bénin, parce qu'il y a des trucs magnifiques qui se passent chez nous au Bénin, mais qui ne se reflètent pas de l'extérieur. Du moins, c'est pas comme on le voudrait. Mais si on met à contribution toutes ces forces, je vous promets, ce serait un boom. Parce que d'abord, les consulats, en fait, sont des membres honoraires au niveau des chambres de commerce. Ce qui fait que pour attirer des investisseurs, même vers le Bénin, cela se fait en 2 temps, 3 mouvements. Donc, c'est la fédération de l'effort des consuls, des ambassades, bien sûr, qui font déjà un truc magnifique. Et puis, voilà, c'est... D'accord. Et justement, qu'est-ce que vous auriez souhaité, évidemment, pour que ce rôle que vous avez déjà commencé par jouer soit davantage consolidé? Qu'est-ce que vous souhaiteriez de la part des pouvoirs publics? Je voudrais qu'on puisse bien déployer cette diplomatie 4D, parce qu'elle m'intéresse à un haut niveau. D'accord. C'est que chaque étape de cette diplomatie 4D, ça dit la disponibilité et surtout la mise à contribution de toutes les forces vives. Nous n'allons pas forcément faire une assise, mais nos forces vives à l'extérieur, même un balayeur de rue a un potentiel qui peut mettre à disposition du Bénin. C'est-à-dire quand on voit nos balayeurs, c'est vrai, la nuit on les voit bien florissants, balayants, mais l'expertise des autres peut être en plus parce que là-bas, eux sont censés être développés. Donc, voilà. Et justement, aujourd'hui, vous êtes venu au Bénin pour un séjour de Je suis là pour 10 jours et par 10 jours ouvrés, parce que je ne compte pas les week-ends. D'accord. Et pendant ces 10 jours, monsieur le consul m'a mandaté pour pouvoir prendre langue, parce qu'on a déjà eu, même à faire passer au niveau de Bordeaux, le maire d'Alada. D'accord. Qui est venu, parce que Bordeaux, en fait, il faudrait que je le dise rapidement, a un lien avec le Bénin, commençant par le fils de notre roi, le plus connu des rois d'Aboumé, le Kondo. Son fils, Wanilo, a exercé à Bordeaux au niveau de la gare avant d'être inhumé là parce que sa femme était bordelaise et donc on a une histoire avec. Et aussi, tout c'est l'ouverture dont le buste est sur Bordeaux. Donc le maire Joseph Kapo était venu, on a enclenché des choses. Lui-même, il a vu, on a des possibilités. Et je souhaiterais dire surtout que la diaspora n'est pas une pompe d'argent, au fait. D'accord. Les Béninois de l'extérieur, mise en valeur, c'est même en termes d'investissement, je ne pense pas qu'il y ait mieux. Parce que le retour va au-delà. Enfin, ça fait exploser les compteurs, au fait. Très bien. Imelda Bada, on espère vous recevoir ici avant votre départ sur votre retour, sur Bordeaux. Avec plaisir. Pour continuer par évoquer, pourquoi pas, d'autres pans de la question, parce qu'aujourd'hui, on va devoir s'arrêter là.
Ah ben, tout le plaisir est pour moi de revenir. Mon invitation sera très vite adressée à vous pour que vous puissiez revenir ici calmement. On va éplucher la question. On ira de fond en comble. On va voir les propositions des pouvoirs publics, ce que vous faites et ce qui est à améliorer. Exactement. Merci beaucoup. Vous passez une excellente journée du lundi. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui nous suivent. Absolument. Et à bientôt. Très bientôt. Et coucou à tous les Béninois donc de la diaspora et ceux de la Gironde en particulier. Merci Imelda. 5/7 matin, 3 minutes pour boucler la boucle. C'est avec Marcel Arrossi. Vous restez avec nous pour suivre la lecture des journaux. Marcel Arrossi, évidemment, va nous y conduire. À la une au Bénin, Marcel, le rassemblement des forces de gauche. Enfin, un creuset fédérateur des ambitions pour 2026 lâche la nouvelle tribune ce matin. L'opposition bat le rappel de troupes, affiche de son côté palmarès, un creuset d'échange pour une unité d'action au sein des forces politiques qui sont contre le mode de gouvernance de la rupture conduit par le président Patrice Talon. L'objectif est d'agir ensemble dans le cadre des élections générales de 2026, affirme la nouvelle tribune. Les démocrates, la nouvelle force nationale NFN, le mouvement populaire de libération MPL, la grande solidarité républicaine GSR et le mouvement Nous le ferons de Daniel Eida sont les principaux acteurs. FCBE et Restaurer l'espoir, des absences qui interrogent selon Fraternité. Si ce creuset est une dynamique unitaire à saluer, il n'en demeure pas moins que des absences de partis se réclamant de l'opposition laissent pantois. En effet, explique Fraternité, la FCBE, deuxième plus grand parti de l'opposition, et Restaurer l'espoir n'ont visiblement pas adhérer à l'initiative, à moins que ça soit un choix assumé par les participants du cadre de concertation de l'opposition d'écarter ces deux partis. Et s'il en est ainsi, cela signifierait que l'opposition dans son ensemble ne parle toujours pas de la même voix. Depuis 2019 et précisément à partir des premières élections législatives à l'ère de la rupture, le fossé ne fait que s'élargir entre des entités supposées appartenir à un même camp politique, et quand les oppositions en arrivent à se tacler, ce n'est que du pain béni pour la mouvance présidentielle qui ne demande pas mieux. L'opposition entre menaces et torpeur, titre Le Soleil Bénin Info. Le cadre de concertation des forces opposées à Talon est un véritable panier à crabes, commente le journal. Reste maintenant à voir dans les prochains jours les initiatives qui seront prises dans le sens du combat commun. Dans tous les cas, désormais, avec cette nouvelle coalition, la majorité de Patrice Talon doit savoir qu'elle a en face une force plus organisée pour un combat plus âpre en 2026, estime la nouvelle tribune. Mais faux semble répondre Le Soleil Bénin Info face à la machine foudroyante du pouvoir en place, notamment le goulot d'étranglement que constitue le code électoral. On se demande comment ils pourront réussir à imposer l'alternance en 2026 avec des ambitions personnelles très marquées, des personnalités qui composent le cadre d'unification de l'opposition. On est très loin d'avoir une opposition vraiment unie. À y voir de plus près, les déchirements vont bientôt émerger, analyse Le Soleil Bénin Info. Et pour Gasquiani Info, Marcel, et pour finir justement, un remaniement s'impose. Les populations sont habituées au même visage, à quelques exceptions près, des démissions parfois, des départs à la lutte forcée du gouvernement. Depuis avril 2016, pas un vrai remaniement ministériel à part quelques petits changements au niveau de certains portefeuilles et des jeux de chaises musicales. Mais la tendance doit-elle rester la même jusqu'en 2026, s'interroge comme Gasquiani Info, les populations béninoises qui espèrent découvrir du nouveau d'ici la fin de l'échéance. Vu l'enjeu que constituent les élections générales de 2026 et la transition démocratique qui s'annonce, le gouvernement de la rupture a forcément besoin du sang neuf, loin de souhaiter les départs de certains membres de l'exécutif béninois. C'est une démarche qui s'impose si la mouvance compte ratisser large aux consultations électorales qui se profilent à l'horizon de 2026, estime Gasquiani.
Guyani Info. Marcel, merci. C'est moi. Et voilà qui va mettre un terme à la matinale 5 sur 7 matin ce lundi 11 novembre 2024. Merci à toutes les équipes rédactionnelles techniques qui sont réunies autour de Timothée Honton. Ne zappez pas parce que juste après, il y a les Jeux universitaires qui seront en direct de Djougou. On va retrouver le tandem Bruno Soali Hospice, Setondish Metoli. Quant à nous, on se retrouve demain. Demain, quand il sonnera très exactement 7h, 6h en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien. Bon lundi à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Salut.